Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. C'est un film de notre cycle Belles et Rebelles assez particulier parce que c'est le seul film réalisé par son autrice et réalisatrice, donc Barbara Loden, qui était une actrice née en 1932 et morte jeune à 48 ans en 1980, qui était également la seconde épouse d'Elia Kazan, ce qui n'est évidemment définir une femme par le fait qu'elle est l'épouse de quelqu'un, c'est un peu problématique, mais c'est important dans son parcours et dans cette histoire avec Elia Kazan, le cinéaste, et avec aussi la genèse de ce film-ci, Wanda. Il est aussi particulier parce qu'elle y interprète elle-même le rôle-titre et aussi parce que ce film n'est pas sorti en France avant 2003. Il est sorti à New York dans une salle, il a eu le prix de la critique à Venise en 1971, le film a été réalisé en 1970, mais en France, il a fallu Isabelle Huppert, l'actrice, pour distribuer le film. Je crois que Marguerite Duras avait voulu déjà le faire en 1980, elle s'est entretenue avec Elia Kazan dans les pages des cahiers du cinéma, je crois, et puis elle ne l'avait pas fait, elle n'avait pas distribué ce film, et Isabelle Huppert a tenu à le sortir donc pour la première fois en France en 2003. Ça n'est pas un hasard si c'est une grande actrice française qui s'est retrouvée d'une certaine façon dans ce film. Vous allez voir pourquoi. À la fois dans sa dimension potentiellement féministe, on en reparlera parce que le film n'a pas été reçu comme ça à sa sortie aux États-Unis, au contraire, et à la fois dans ce qu'il peut nous montrer de ce que c'est qu'être actrice et des rapports éventuels entre la biographie de celle qui tourne le film, de celle qui joue et la vie du personnage. Donc je vous laisse voir cette espèce de faux road movie qui est en même temps un portrait de femme et peut-être aussi le relier à d'autres films du cycle, y compris la partie tout à fait classique du mélodrame hollywoodien, par exemple le roman de Mildred Pierce qu'on vous a montré dans ce cycle avec Joan Crawford, et voir en quoi ce film de 1970, fait dans des conditions d'indépendance financière assez grandes, est l'héritier et en même temps peut-être tout à fait en rupture avec le cinéma de studio des années 40. Alors, je disais que c'était un film particulier dans les films que nous présentons sur les actrices et les personnages de femmes belles et rebelles. C'est d'abord un film, je crois, qui formellement choc dans sa dimension de rupture avec nos habitudes de spectateurs, malgré tout forgées par le cinéma classique hollywoodien. Et on a une impression presque de précarité du filmage. Il faut dire que le film a été tourné en 16 mm, d'où les couleurs aussi, la façon dont les couleurs primaires ressortent. Ça nous donne l'impression de voir une sorte de radiographie de l'Amérique de la fin des années 60. Le film date de 1970. Donc il y a cette dimension formelle. Il a été filmé par Nicolas Proferès, qui est vraiment c'est plus que l'assistant, c'est bien sûr le chef opérateur de Barbara Loden, mais qui est aussi son monteur. Donc il y a une collaboration très forte entre eux deux et qui donne son unité formelle au film, à savoir à la fois l'impression d'une coulée, parce que les plans ne sont pas forcément coupés là où on attendrait des coupes. Parfois la caméra continue à tourner et devient un petit peu sinueuse. Et puis le côté parfois un peu heurté du montage, mais surtout cette impression que le film avance par blocs, qu'on a comme ça des instantanés, des instants, des moments dans la vie de cette femme, regroupés sur un temps très resserré, à partir du moment où elle décide de tout quitter. Alors on peut peut-être reprendre au début, parce que l'avancée de ces blocs est aussi quelque chose qui donne sa forme particulière au film. Comment ces blocs s'enchaînent, comment on commence une séquence et où on la commence. Me frappe le tout début, qui est presque une fausse piste. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on est dans cette maisonnée
qui est en bordure des terrils. Alors d'abord, on se demande où on est. Ça n'est pas une Amérique qu'on a l'habitude de voir. C'est la région, la Pennsylvanie et la région minière, où il y avait des mines à ciel ouvert. Donc ça donne un paysage tout à fait particulier de terrils. On se demande si c'est une décharge, si c'est une carrière, et on comprend que c'est une mine de charbon. Et puis, on comprend par un panoramique, le mouvement de caméra, d'abord un panoramique circulaire qui nous fait voir que finalement, alentour, il n'y a que ça, hein, cette espèce de désert de la main de l'homme, fait de la main de l'homme, entre la décharge, la ruine, et puis quelque chose de très productif quand même, qui est la mine. Et puis on voit donc cette maison ouvrière, ce logement ouvrier en marge de la mine, et on voit tout de suite qu'il est tout près parce que le son continue. On a ce pont sonore, et on sait que le bruit de l'excavation est quelque chose qui rentre dans l'espace domestique. Donc on sait qu'on est vraiment tout près, on est quasiment dans ce paysage-là si on y travaille. Et je parlais de fausses pistes parce que il me semble qu'on croit que la jeune mère du bébé qui hurle, la mère blonde qui cherche du lait sans doute en ouvrant le réfrigérateur, on se dit, ben voilà, le film s'appelle Wanda, ça doit être elle. Et en fait, de même que dans les mines, il faut quand même un peu creuser, même si on voit l'état qui sont rejetés à l'extérieur, eh bien, il y a un personnage sous le personnage, il y a une blonde sous une autre blonde, et Wanda est sous le canapé, réveillée de très mauvaise humeur apparemment, réveillée par ce bébé qui hurle et qui s'avère ne pas être le sien. En fait, elle est chez sa sœur. On a vu aussi une vieille femme qui était à la fenêtre avec un chapelet. Donc on a d'emblée, j'allais dire presque, une approche quasiment archéologique qui nous amène couche par couche, d'abord de génération en génération, puisqu'on a celle qu'on suppose être la mère avec son chapelet à la fenêtre pensive, et puis la sœur, et enfin Wanda. Et plus on avance, plus on s'aperçoit que ça va être des femmes qui sont... enfin, Wanda quitte tout, c'est-à-dire qu'elle, elle n'appartient plus, elle a choisi de ne plus appartenir à cet espace domestique, qui est quand même très prenant, hein. On voit qu'il est très prenant dans sa configuration spatiale, dans le son, dans cette espèce d'agression sonore permanente, et elle a ces couvertures comme ça qu'elle met sur elle. Donc on comprend que c'est un personnage qui s'arrache à quelque chose. Alors ensuite, avec la scène du tribunal, on a la raison narrative, disons, de qu'est-ce qui lui est arrivé. Elle choisit de divorcer, mais ce qui est frappant dans le film, dans la façon dont les choses sont racontées, bloc par bloc comme ça, c'est qu'au fond, elle a à la fois une force de rupture dans son geste de tout quitter, puisqu'on voit au tribunal qu'elle a des jeunes enfants, que finalement il y aurait possibilité de continuer, qu'il n'y a pas son mari ne la bat pas, enfin voilà, il n'y a pas de prétexte narratif. Et il me semble que le film, dans son écriture, ne cherche pas à justifier, ni psychologiquement, ni vraiment socialement, ce geste de rupture. Et en fait, c'est ça qui en fait le côté très singulier, voire un peu malaisant de ce film. Pourquoi part-elle? Et surtout, ça n'est pas une rebelle au sens d'un personnage qui aurait un discours sur son geste. Alors, un discours, dans le deuxième bloc de séquence, qui est ce moment où elle arrive en retard au tribunal, où on parle d'elle en son absence et où elle arrive derrière le mari pendant que le mari est en train de dire pique-pendre d'elle, et où finalement on s'aperçoit qu'elle ne va pas le contredire. Donc là on comprend que ça ne va pas être un personnage qui affirme sa rébellion, ça va être quelqu'un qui va fuir, qui va tout le temps fuir, ne pas se poser comme victime, mais ne pas non plus revendiquer, je ne sais pas, un féminisme qui était très actif à l'époque aux États-Unis. Hein, on est en 1970, le féminisme dans les années 60 aux États-Unis est fort. Et en fait, elle n'a pas de discours là-dessus. De même qu'elle n'a pas de défense quant à son divorce. Elle dit au juge, oui, s'il veut le divorce, qu'il le prenne. Elle a un regard
pour les parents de son mari et pour ses enfants, mais très bref. Et tout cela dérange, me semble-t-il, et continue de déranger parce qu'on attend en quelque sorte des causes psychologiques ou sociologiques qui viendraient justifier ce geste. Il y a autre chose d'un peu dérangeant, c'est que ce personnage va au tribunal en bigoudi. Et les bigoudis, c'est vrai, nous apparaissent comme vraiment typiques, avec le foulard par-dessus, nous apparaissent comme typiques de la ménagère plutôt des années 50, de cette ménagère qui se conforme à une certaine bienséance et un certain après à avoir pour son mari, pour son entourage à l'extérieur. Et elle sort en bigoudi. Et surtout, vous remarquerez qu'on ne voit jamais l'effet des bigoudis dans la coiffure de Wanda. C'est-à-dire que quand elle va ensuite à l'usine textile, où on comprend qu'elle a un petit peu travaillé, qu'elle a fait un peu de travail un peu plus tard, on voit des blondes aussi, des fausses blondes comme elle, avec des cheveux suffisamment bouclés pour qu'on comprenne que ça vient de bigoudi, mais elle, on la voit en bigoudi, et puis ensuite, on voit sa coiffure qui va être critiquée par l'homme qu'elle va rencontrer. Donc voilà, il y a une espèce de, là encore, de non-dit ou d'ellipse, on pourrait dire, entre ce qui nous apparaît comme un physique, on pourrait dire, de femme soumise, en tout cas qui se soumet à certaines conventions, y compris capillaires, et puis ce qu'elle fait, à savoir partir dans une errance absolument sans but. Alors ça, c'est un aspect du film. Est-ce que c'est un road movie? Est-ce que parce qu'un personnage, pendant tout un film, va d'un endroit à un autre, prend des voitures, fait du stop, ou est sur une moto, enfin voilà, on a beaucoup d'exemples de road movies au cours de l'histoire du cinéma américain. Est-ce que pour autant, on peut appeler road movie ce film? Effectivement, elle s'impose auprès d'hommes à qui elle se donne physiquement, de motel en motel, elle monte dans leur voiture, etc. Mais ce qui me frappe, c'est que c'est à peine une errance. C'est-à-dire que non seulement elle n'a pas de but, elle ne va pas à une destination particulière, mais c'est plus que ça, c'est encore plus que ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'elle tire une forme de libération et d'émancipation dans cette liberté de mouvement. Il y a vraiment quelque chose qui continue à être, on pourrait dire, soumis, contraint, non pensé, non conscient, dans son comportement erratique au cours des différentes séquences. Et singulièrement avec les hommes, dans son rapport aux hommes, puisque le comportement qu'elle a avec le personnage masculin principal du film, qu'elle appelle Monsieur Dennis, Mr. Dennis, hein, elle maintient le monsieur à chaque fois, nous donne l'impression quand même d'une soumission. Elle est quasiment son petit chien, parce qu'il l'envoie chercher un hamburger en pleine nuit. En plus, c'est un hamburger, il ne faut pas mettre des saletés dedans, comme il dit, donc pas d'oignons, etc. Et évidemment, elle se trompe dans la commande. Et elle a vraiment une attitude soumise qui fait peine à voir. Donc ça aussi, c'est troublant de garder à ce personnage cette forme-là de non-rébellion. Oui, juste, je voulais revenir sur la question du road movie, mais c'est vrai que c'est quand même une forme, évidemment avec Easy Rider qui était assez importante à cette époque-là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de but en fait dans le road movie à l'époque, ou en tout cas on s'en donnait un au début et très vite on l'oublie. Mais par contre, il y a toujours un sentiment à un moment donné, il me semble, de libération ou d'ivresse ou quelque chose en fait, même si c'est sans rapport avec effectivement un but précis. Et effectivement, moi, c'est ce qui est vraiment étonnant dans ce film, c'est qu'il y a cette forme-là, malgré tout, en fait, du road movie. Enfin, on est obligé de constater que c'est ça, et en même temps, c'est comme vidé en fait de sa substance. En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à ça, c'est que sur ce que tu disais sur le départ de Wanda, on ne sait pas pourquoi elle part, etc. Et en fait, on se pose vraiment la question de son désir, finalement. Moi, c'est la question qui hante un peu tout le film, c'est finalement
On voit bien qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, mais en même temps, est-ce qu'à aucun moment, en fait, j'ai l'impression qu'elle a un désir particulier. Et c'est peut-être ça le plus choquant en fait, dans le film. Enfin, ce qui le rend beau et intriguant, mais en fait qui est plus dur peut-être pas à comprendre, mais en tant que spectateur, c'est compliqué finalement d'assister à ça. C'est assez désespérant de voir que cette femme ne désenfouit pas son désir. Plus elle avance, et on se dit elle devrait accumuler par des rencontres, par des aventures, même par des mésaventures, parce que le film contient quand même une tentative de viol. Et en fait, on voit qu'il y a un refus de la part de Barbara Loden de sédimenter une forme d'expérience qui serait initiatique ou qui serait une émancipation. Ce serait trop beau, enfin, ce serait trop évident de retracer le parcours d'un personnage qui se libère. Ça a été beaucoup fait. Ça sera encore fait bien après. C'est fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de films édifiants sur comment une femme se libère du joug patriarcal, marital, etc. Et en fait, le film ne nous donne pas cela. Et c'est elle-même qui interprète ce personnage. Il faut quand même rappeler que celle qui écrit, alors avec l'aide de Kazan, d'Elia Kazan, son mari, au début, et puis ensuite il dira Kazan qu'elle a tellement repris et réécrit le script, le scénario, que c'est vraiment le sien. C'est donc Barbara Loden qui écrit et qui joue elle-même le personnage, ce qui n'est évidemment pas rien, et elle le joue d'une façon qui nous rappelle aussi certains films documentaires de l'époque. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que donc son collaborateur et opérateur a travaillé avec Richard Leacock, qui est un des chefs de file du documentaire américain des années 60 et après, qu'on a appelé à un moment le cinéma vérité, un peu maladroitement, mais qui est en tout cas le cinéma direct, le cinéma documentaire libéré par le fait qu'enfin le son peut être synchrone et qu'on n'a plus à faire des voix off de commentaires. Donc c'est quand même important que le film ait cette forme-là quasi documentaire et que elle, Barbara Loden, ayant été actrice à Hollywood, elle a joué par exemple dans Le Fleuve sauvage, elle a un rôle magnifique aussi de la sœur de Warren Beatty dans Splendor in the Grass, La fièvre dans le sang d'Elia Kazan, où elle joue une sœur qui se donne un peu à tous les hommes avec une sorte de désespoir assez magnifique. Et on peut regarder ce film aussi en regard après de Wanda. Mais en tout cas, elle ayant été actrice dans ce système hollywoodien des studios, un peu tardif, mais quand même toujours en activité, ça n'est pas rien de se faire filmer elle-même, plutôt de manière documentaire. D'une certaine façon, il y a quelque chose là dans son jeu qui va plutôt du côté du travail de l'après-acteur studio. On pourrait dire qu'elle a une formation proche de celle des acteurs de l'acteur studio. Elia Kazan l'a comparée à Marlon Brando, d'ailleurs. Et puis elle a étudié avec un professeur un peu stanislavskien, voilà, dans son approche des personnages. Mais ce filmage très documentaire, qui fait un peu penser au film de Frederick Wiseman des mêmes années, notamment Juvenile Court, il existe en DVD, vous pouvez le voir. Donc cette texture-là, documentaire, 16 mm, peu de coupe, etc., fait quelque chose au personnage et fait quelque chose au jeu d'actrice. Donc tout ça importe, disons, dans cette idée que cette femme part, mais que ça n'est pas un personnage traditionnellement psychologique, et que c'est ça qui nous travaille en tant que spectateur, et a fortiori que spectatrice, et que ce qui nous est donné, c'est, moi, alors c'est comme ça que je le reçois, c'est, on veut que les femmes, enfin, comment dire, s'il fallait politiser la chose, ce qu'on n'est pas obligé de faire, mais on veut que les femmes n'aient pas de désir, on leur enlève toute possibilité, disons, d'avoir un désir, puisqu'elles n'ont que des contraintes. Il faut s'occuper des enfants, il faut, etc. Bon, donc allons au bout de cela, et montrons une femme qui quitte tout, mais pour rien, on pourrait dire, et qui va au bout de l'absence de désir. Si on lui a enlevé tout but dans la vie, eh bien, qu'elle parte sans but et advienne que pourra. Il y a vraiment cette idée-là. Et effectivement, qu'est-ce qu'elle rencontre sur sa route ? J'allais dire des hommes qui abusent d'elle, enfin qui tentent d'abuser d'elle.
Alors, il y a un tournant dans le film, assez tôt, disons le premier tiers du film, avec la rencontre de Mr. Dennis, avec cette espèce d'autre fausse piste. Je disais que le début était pour nous une fausse piste parce qu'on n'identifiait pas tout de suite l'héroïne. Ce deuxième moment, à partir de la fin de la première demi-heure, en gros, du film, commence aussi par une fausse piste, puisque elle ne voit pas tout de suite que Mr. Dennis a tué quelqu'un derrière le comptoir du bar. Elle ne voit pas tout de suite que cet homme n'est pas le tenancier du bar où elle se réfugie pour aller simplement se rafraîchir au lavabo, mais qu'il est un braqueur. Donc elle ne comprend pas, et à plusieurs reprises, le personnage de Wanda nous apparaît quasiment comme un peu stupide, en tout cas déchiffrant mal le monde, n'étant pas armée pour comprendre tout de suite le danger, pour comprendre qui est en train de faire quoi et qu'est-ce que les autres fabriquent, qu'est-ce que ces hommes sont en train de fabriquer. Donc elle ne sait peut-être pas ce qu'elle veut, mais en tout cas elle ne sait pas non plus ce que les autres veulent. Donc il y a cette espèce de moment où elle ne comprend pas que cet homme, Mr. Dennis, est un braqueur. En un sens, elle a un peu raison de ne pas comprendre ça. Le fait qu'elle ne comprenne pas que c'est un braqueur est très intéressant, je trouve, pour nous, comme spectateurs, parce qu'on ne se met pas dans les rails, dans les ornières du film de genre. On ne se dit pas « Ah oui, alors d'accord, c'est l'histoire d'un type qui est braqueur et qui rencontre cette femme à la dérive, cette ménagère désespérée. » C'est pas du tout comme ça. D'abord, on arrive par le biais, bien sûr, de Wanda, et non pas par le biais de l'histoire de ce pauvre type. Mais ensuite, surtout, il nous est montré, j'allais dire quasiment dans une dimension documentaire, lui. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le film de genre voilà, il faut un film d'action qui serait comment est-ce qu'on organise le braquage, etc. On le voit lui d'abord dans toute son humanité. Parce que si vous vous souvenez, quand elle rentre sans lui demander pour aller aux toilettes dans ce bar qui est déjà fermé, et pour cause, eh bien, on voit sa panique, on saisit sur son visage que ça ne va pas du tout et qu'il est déjà débordé par la situation et que cette femme le dérange, le déborde dans ses plans. Et plus tard, quand il va exposer ses plans, cette fois-ci vraiment écrits pour le braquage, c'est burlesque, tellement il est obligé d'écrire exactement tout ce qu'il faut faire. Arriver à la maison, aller vers la porte, enfin voilà, comme si on avait besoin de consigner très exactement ce qu'on doit faire, alors que c'est d'une simplicité enfantine. Surtout, cet homme nous est montré lors d'une halte avec son père, ça fait partie des moments assez émouvants où, bah oui, un braqueur, c'est aussi le fils de quelqu'un qui voit très bien dans son jeu ce vieil homme avec qui il a quelques échanges, à qui il donne un peu d'argent. Donc voilà, il y a tout ce côté très humain qui fait qu'on arrive par tout ce qu'il y a de faible, disons, dans les personnages et qui nous déroute. Le film ne cesse de nous dérouter, presque au sens étymologique du terme. Alors c'est peut-être le fonctionnement de tout road movie que de bifurquer, d'utiliser les changements, les détours, les imprévus de la route pour fabriquer du récit, pour fabriquer de la rencontre, pour fabriquer du scénario et des nouveaux personnages. Mais Wanda est dépourvue de toute complaisance par rapport à cela. Notamment parce que l'autre chose qui me surprend dans la construction du film, c'est donc que ce monsieur Dennis, ça n'est pas une rencontre parmi d'autres. Ça va devenir vraiment, au niveau du métrage, du temps de métrage du film, il prend beaucoup de place, il prend beaucoup de temps. C'est quelqu'un de pas très intéressant, pas très important, mais avec qui on reste longtemps. Et ça aussi, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que le film, je crois qu'on ne peut pas ne pas penser à Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, qui est un film lui aussi en rupture dans l'histoire récente du cinéma par rapport à Wanda, donc qui date de 70, et Bonnie and Clyde d'Arthur Penn date de 67, et qui est connu, comme étant vraiment un geste de rupture. Alors que c'est un film, disons, en costume, puisqu'il se situe dans les années 30. Il est tourné en 67, mais il se situe dans les années 30, mais
il est perçu comme un geste de rupture parce qu'on sent la dimension contemporaine de ce qui y est dit. Oui, c'est un couple de malfrats des années 30, historiques et documentés, hein, on voit même leurs photos à la fin, les vrais Bonnie and Clyde, mais quelque chose se dit de la jeunesse des années 60 et aussi du geste de rupture formelle de cette nouvelle génération de cinéastes qui arrivent, disons, avec Arthur Penn, ou en tout cas accompagnés par leur aîné Arthur Penn. Donc, c'est un film, Bonnie and Clyde, qui est connu pour notamment la mise à mort de Bonnie and Clyde à la fin, la façon dont c'est filmé. Donc vraiment pour la texture, pour la mise en scène, le choix de mise en scène, avec des ralentis voilà, sur le nombre de balles qui trouent leur corps, etc. Donc il y a une violence, voilà, le film Bonnie and Clyde est connu pour sa violence. Alors il me semble qu'on ne peut pas, d'une certaine façon, ne pas y penser quand on comprend que Mr. Dennis et Wanda, qu'elle le veuille ou non, c'est un couple. C'est un couple qui va commettre un braquage. Un braquage perdu d'avance, certes, parce que c'est vraiment un loser total, et qu'elle y va à reculons, qu'elle vomit, qu'elle ne veut pas y aller, que ce n'est pas du tout son film, on pourrait dire. Mais rien n'est son film, puisqu'elle n'a pas de plan, elle n'a pas de projet, et que donc ça va être le scénario de l'homme qu'elle rencontre, d'une certaine façon. Alors ça fait penser, pas seulement à Bonnie and Clyde, mais un Bonnie and Clyde en négatif, un Bonnie and Clyde dépourvu de tout héroïsme, de toute flamboyance, justement de toute rébellion affichée et arrogante au fond, et de tout glamour. Comme par hasard, qui joue Bonnie dans Bonnie and Clyde? Faye Dunaway, qui est l'actrice que les studios ont préférée à Barbara Loden pour jouer dans l'arrangement d'Elia Kazan, adapté de l'histoire même d'Elia Kazan et de sa femme Barbara Loden, et donc voilà, blessure énorme pour Barbara Loden que d'avoir voilà, dû subir cela. Ça c'est dit en passant. Quand je dis que Wanda, n'ayant pas de plan, n'ayant pas de scénario, va être obligée d'une façon ou d'une autre de subir le plan de l'homme qu'elle a rencontré, ça fait quand même penser à ce qu'est être une actrice. Alors voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport à ce film. Donc, c'est un film qui est réalisé par une actrice. Ça ne veut pas dire que quand on est actrice, on n'est que actrice. Elle est cinéaste. Elle a ensuite, après ce film, eu beaucoup d'autres projets de scénario, mais qui n'ont pas abouti parce que financièrement, ils n'ont pas abouti. Donc elle n'est pas seulement actrice, mais enfin, tout de même, elle vient de là. Et elle joue elle-même dans le film. Bon. Qu'est-ce que dit le film? À mon avis, peut-être, de façon un peu allégorique, eh bien, c'est que c'est ça être actrice, c'est-à-dire avoir une forme de vide, de passivité, qu'on offre dans le meilleur des cas et qui est remplie par le scénario, le texte, les intentions de quelqu'un. Alors là où c'est problématique, c'est que souvent ce quelqu'un est un homme quand on est une femme, et donc voilà, il y a des... c'est à la fois très riche et à la fois ça peut être très problématique. Bon, il me semble que dans le parcours du personnage Wanda, y compris le fait que ça vienne d'un fait divers réel, mais c'est banal comme fait divers, une femme qui fait un braquage avec un homme qu'elle a rencontré, l'homme est tué par la police, elle non, bon, c'est ça le fait divers, mais il y en a des milliers des faits divers comme ça. Il me semble que le film montre un peu ça, c'est-à-dire qu'être actrice, c'est se rendre non seulement disponible, ça c'est le côté plutôt joyeux et bien euphémique, disons, de la façon d'exprimer ça, mais vraiment nu, dépourvu de toute intention et de tout désir, et voir ce que ça fait et prendre le risque de ça, c'est-à-dire y compris de se faire embarquer dans le scénario de quelqu'un d'autre, et y compris quand on y va à reculons. Je me souviens que Jean Arthur, par exemple, l'actrice qui joue dans le film de Howard Hawks, Seuls les anges ont des ailes, qu'on montrera peut-être un jour, ou bien qui joue dans le film de Frank Capra, Mr. Deeds,
l'extravagant Mr. Deeds, voilà, des très très grandes comédies, des très grands films du cinéma classique, et bien par exemple, Jean Arthur, elle vomissait avant chaque prise. Bon, là on voit Wanda qui vomit avant de pouvoir aller faire le braquage prévu, donc, et qui, surtout à qui cet homme fait apprendre un scénario, fait apprendre un texte, et lui dit mais si tu vas y arriver. Voilà. Donc voilà, ça me fait penser à cette possibilité que le film soit aussi, parmi tout ce qu'il est, une réflexion sur cette passivité fondamentale, qui n'est pas jugée, qui est à la fois une qualité pour un acteur ou une actrice et une malédiction, on pourrait dire, une malédiction féminine, si on veut. Alors par rapport à la question de la position des actrices en fait, et de ce que tu nous dis sur le fait que elles sont quelque part vides au sens où elles doivent accueillir un scénario, une direction d'acteur qui souvent vient d'un metteur en scène, donc d'un homme. Voilà, je trouve ça hyper intéressant et en même temps ma question c'est quid en fait des acteurs hommes en fait, est-ce qu'on peut avoir le même discours dessus en fait, quelle est la spécificité? Alors c'est évidemment un raccourci que je fais, mais qui m'est suggéré par la réflexion portée, je pense, par le film, et par aussi la fréquentation de personnes qui font ce métier. Bien sûr, le fait d'être un homme, pour moi, c'est la même condition au sens de la vie, la condition existentielle, disons, de l'acteur. Il peut donner l'impression d'un plein, et c'est tout ce que la machine hollywoodienne fait, c'est-à-dire de construire des stars, et même de construire des stars avec une biographie, hein, puisque Hollywood, dans sa période classique, mais encore maintenant, voilà, donne en pâture au public, en plus des images du film, donne une biographie, donc donne du plein autour des acteurs. Mais je pense que fondamentalement, et les acteurs concernés pourront le contester, mais qu'il y a cette forme de passivité profonde, et d'ailleurs Isabelle Huppert en a parlé, elle aussi. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être un acteur qui sous-joue ou qui surjoue, hein, c'est pas du tout ça. Et bien sûr que ça s'applique aussi aux hommes. Alors ça recoupe un petit peu peut-être les techniques nées de Konstantin Stanislavski et qui ont ensuite été transformées une fois popularisées, disons, aux États-Unis, qui sont devenues la méthode de l'acteur studio. Mais on a plutôt l'impression que l'acteur studio est allé du côté du plein, c'est-à-dire de faire surgir des émotions qui viennent du passé voilà, personnel de l'acteur et d'en nourrir le personnage de manière assez spectaculaire. Mais ça revient au même d'une certaine façon. C'est la même idée, je dirais, de la disponibilité, soit qu'elle fasse surgir par une sorte d'appel d'air des émotions enfouies, soit qu'on pense plutôt au jeu des modèles bressoniens, hein, de Bresson à la française, c'est-à-dire un jeu recto-tono qui permet ce vide et qui permet de manière plus abstraite, dans l'économie générale du film, de créer de l'émotion chez le spectateur. Selon qu'on ait ces deux théories un petit peu apparemment opposées, en tout cas, on tourne quand même, je trouve, autour de la même idée, d'une forme de passivité, donc soit le comédien comme étant un modèle, il ne faut surtout pas qu'il mette d'intention, parce que l'intention, c'est psychologisant, c'est banal, c'est le théâtre au sens le plus attendu et scénarisé de la chose, et que quand on fait un film, on fait une œuvre d'art et on ne cherche pas que le commun, on ne cherche pas le lieu commun, on cherche quelque chose qui achoppe. Il me semble que là, on est plus dans cette veine-là, pas du tout théorisée de la part de Barbara Lonen, bien sûr, mais dans cette idée qu'elle n'est pas obligée de jouer un personnage qui parlerait et qui, en disant quelque chose, par exemple, nous informerait, nous spectateurs, de son intérieur. Voilà. C'est un film qui nous donne l'impression qu'il s'entête à filmer de l'extérieur, l'extériorité, donc d'où son aspect aussi documentaire. On a l'impression qu'il ne cherche pas à construire un personnage, à faire un portrait de plus en plus affiné, touche par touche, comme on pouvait l'avoir dans les
mélodrames féminins des années 30 et 40 qui, pour une fois, s'intéressaient vraiment de très près à des femmes et à leur douleur, à ce que c'est que d'être quittée, à ce que c'est que de ne plus avoir son enfant, enfin, à partir de Chaplin, hein, à partir de The Kid. Voilà, y a eu toute cette construction-là où on se disait enfin le cinéma américain va de près dans des portraits de femmes. Or là, c'est à la fois l'héritier de ça, parce que c'est centré sur une femme, et en même temps complètement autre chose, et une sorte d'abandon de ça. Et c'est ça que là où c'est l'héritier de ces films, peut-être que la pièce manquante, ce serait donc les mélodrames flamboyants de Douglas Sirk des années 50, où on voit une mère de famille, par exemple, une veuve, dans un tombeau, dans une sorte de tombeau, dans Tout ce que le ciel permet, sa fille qui est adulte lui dit « Ah mais tu sais, dans l'Égypte ancienne, les femmes, les veuves, on les enterrait, on les emmurait vivantes en fait. » Et donc la mère qui entend ça et qui vient de tomber amoureuse d'un amant plus jeune, et vient de s'autoriser d'avoir une vie amoureuse à nouveau, voilà, est absolument glacée et s'aperçoit que, y compris ses enfants, y compris des gens qui l'aiment profondément, veulent l'assigner à ce rôle de morte vivante et de veuve. Donc il y a déjà ça dans les mélodrames de Douglas Sirk des années 50, ce potentiel de mort, de morbidité qui est affectée à la femme. Après Barbara Loden, après Wanda, il y aura toute une veine comme ça de films, on pourrait dire de films de femmes sous influence, pour reprendre le titre Une femme sous influence, d'un film de John Cassavetes avec son épouse Gena Rowlands, sur une mère de famille qui voudrait être la mère idéale, qui adore ses enfants et qui est en train de devenir folle d'une certaine façon. Donc il y a aussi cette question dans Une femme sous influence qui date de 1973, il y a aussi cette question de l'extériorité, parce que la folie c'est ça, tout à coup les autres commencent à vous voir, avoir une forme d'aliénation chez vous, et donc il y a cette question de tout à coup je suis potentiellement extérieure à moi-même, enfin voilà, je vois dans le regard des autres que je suis plus la même personne et qu'est-ce qui se passe, ça ne coïncide plus. Donc on a ça dans ce film-là, et puis il y a un autre film qu'on devait vous passer et qu'un jour on vous passera à Enghien-les-Bains, et qui est de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites de Paul Newman, encore un film lié au couple, puisque Paul Newman le tourne avec comme héroïne du film Joanne Woodward, sa femme, et qui joue aussi une veuve, une mère de famille veuve, qui est au bout du rouleau d'une certaine façon, et qui se débat pour essayer de continuer à vivre, mais de manière assez agressive, assez encolérée, assez rebelle. Donc ce sont des films qui ont une parenté dans le fait de refuser d'à la fois d'hériter du mélodrame classique et à la fois de le refuser, c'est-à-dire de refuser une forme de complaisance qui peut y avoir dans ces scénarios pleins. Ça nous ramène à cette idée du cinéma classique comme étant un cinéma du plein, de la pleine psychologie, de la clarté, de la compréhension pour le spectateur. On comprend bien l'histoire, on comprend bien pourquoi la femme est triste, pourquoi elle pleure, etc. Ici, avec ça, on est plein de trous, d'une certaine façon, et de même que son parcours est plein de trous, on part de la Pennsylvanie, ensuite on arrive dans le Connecticut. Comment on sait que c'est le Connecticut ? Parce que il y a tout ce bloc intéressant. Vraiment, le film fonctionne par bloc, par lieu en fait, par décor naturel, mais qui sont assez frappants, qui sont aussi ce qu'on retient, qui sont à mon avis quasiment au même niveau que les personnages dans la façon dont ils nous restent à l'esprit. Et ce lieu, c'est Holy Land, ça s'appelle, et qui est en fait un parc à thème biblique. Un parc à thème religieux. On ne comprend pas tout de suite, on se dit ils vont à l'église. Et en fait, ce sont des espèces... Et il y a une visite des catacombes, vous vous souvenez, où Wanda va, on se dit ils vont à l'église, et c'est là la séquence où Monsieur Dennis va rencontrer son père.
Et en fait, ce lieu, c'est un lieu réel qui a existé, qui a ensuite fermé et qui a rouvert il y a 7 ou 8 ans, et qui est donc cette chose très américaine que de transformer la religion en attraction, en fait, en attraction commerciale. C'est pas un hasard si elle a choisi ça comme décor, Barbara Loden, je pense. Et c'est lié à cette idée de quelque chose de désaffecté, d'un personnage désaffecté, de la condition d'actrice comme étant ce vide, cette espèce de désertion, de désaffection, de ne pas forcer les affects. Donc, ce parc de Holy Land est donc on pourrait dire une simulation de lieux religieux où les reliques qu'on leur montre, ce sont des reliques factices, en fait. Et de même, ça renvoie, il me semble, dans le film, ça fait écho à la scène du centre commercial où s'arrêtent Mr. Dennis et Wanda, et où elle s'achète des vêtements, mais où d'abord elle regarde les mannequins. Il y a des longs plans où elle regarde les mannequins dans les vitrines, et où on ne peut pas ne pas penser à voilà, ce côté en miroir hein, d'une femme complètement désaffectée, enfin, d'une poupée au sens vide, non animée. Donc il y a cette menace-là permanente, non seulement de mourir, parce qu'elle aurait pu mourir lors du braquage à la fin, elle aurait pu mourir lors du viol, il y a un risque physique qui est pris par cette femme qui quitte tout, mais il y a un risque aussi d'être cet artefact figé, de n'être qu'un mannequin. Et d'ailleurs, dans la relation qu'elle a avec Mr. Dennis, vous noterez qu'il n'arrête pas de lui dire, de lui faire des remarques physiques, des remarques sur son aspect physique, qui sont assez désobligeantes d'ailleurs, mais sur ses cheveux, sur le fait que finalement, ça va pas sa coiffure, c'est très très moche. Et au lieu de suggérer une autre coiffure, il dit, ben non, mets un chapeau. Et avec cette idée qu'il faut vraiment couvrir la chose. Et là où c'est intéressant, c'est qu'elle n'achète pas un chapeau, elle achète cette espèce d'inénarrable bandeau avec des marguerites artificielles, et où ça lui la couvre sans la couvrir, etc. Donc là, s'il y a une petite subversion, elle est un petit peu là-dedans. Mais on a l'impression qu'il y a une forme de négation, vraiment, de négation physique de l'autre dans le rapport qu'a Mr. Dennis avec elle. Et que pourtant, le film, dans son absence de jugement, nous désigne ce couple comme potentiellement, malgré tout, un couple amoureux. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas du tout de sentiments, me semble-t-il. Ou que l'amour, peut-être que c'est un peu aussi ça. Ce qui n'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez beau de ne pas nous montrer simplement l'histoire d'une victime, enfin d'une femme qui est battue, qui est victimisée par les hommes. Mais, par rapport à... Je voulais revenir un peu sur la soumission en fait, du personnage par rapport à Mr. Dennis et cette position qui finalement ça représente quand même, je trouve, une grande violence en fait pour le spectateur de regarder ce film. Déjà, c'est difficile en fait, c'est comme un film qui est difficile à voir parce que justement il casse tous les codes habituels, narration, enfin il y a justement une forme de vide, comme tu disais. Et donc ça, je pense que pour n'importe quel spectateur, je pense que ça reste compliqué aujourd'hui à regarder. Ça reste une forme de violence qu'on doit se faire un petit peu. Et puis ça retranscrit, donc, comme tu disais, une violence en fait, qu'elle, finalement, elle subit. Et je voulais juste revenir sur si tu pouvais revenir sur la réaction en fait, critique à l'époque. Parce que justement, tu parlais de Bonnie and Clyde. Et j'avais lu que Pauline Kael en fait avait pas trop aimé en fait finalement ce film et je repensais au fait que au contraire c'est elle qui avait créé le succès plus ou moins de Bonnie and Clyde en fait et je trouve c'est assez fascinant parce que
Pauline Kael était quand même, enfin, elle représentait quand même une certaine subversion, j'imagine. Enfin, en tout cas, elle a poussé le nouvel Hollywood, etc. Et que finalement, face à ce film, elle a peut-être pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas vu? Est-ce qu'elle a raté? Ou est-ce qu'il y a des critiques qui ont su repérer le film à sa juste valeur? Tu as dit qu'il a eu des prix, etc. Mais en fait, quelle était la réception en fait, à l'époque? Alors, c'est intéressant. N'étant pas historienne, je ne peux pas donner les détails précis de la réception, sinon que, et notamment dans un très beau livre qui s'appelle « Supplément à la vie de Barbara Loden » de Nathalie Léger, qui est paru il y a une dizaine d'années, qui est vraiment à la fois à la première personne, mais très précis sur le film. Il y a d'abord eu des réactions du côté des journaux féministes qui étaient plutôt négatives. Et on peut comprendre, parce que ça n'est pas le schéma d'une libération. On aimerait qu'elle se libère véritablement de manière beaucoup plus marquée, et on n'a pas ça. On n'a pas la gratification de cette libération, j'en parlais. Du côté de Pauline Kael, la critique, c'était une critique effectivement très influente sur la côte Est en tout cas, mais dans tous les États-Unis dans les années 70. Et en effet, le nouvel Hollywood a été aussi forgé par sa réception critique, hein, par le côté générationnel de ces cinéastes qui étaient pour une fois formés véritablement au cinéma et qui avaient une culture classique du cinéma, par le moment, c'est-à-dire le moment de politique, d'ébullition politique, de guerre du Vietnam, etc. Donc tout ça a fait que ça se cristallise en un mouvement qu'on peut appeler le nouvel Hollywood, qui est comme toujours, comme tous les mouvements disparates, etc. Mais il me semble que ce qu'on peut dire quand on voit Wanda, on se dit « Ah oui, en fait, quand je repense aux films du nouvel Hollywood, ils sont tous faits par des hommes. » C'est-à-dire que tout à coup, ça nous éveille à cette question de genre, qu'on n'a pas forcément nous en France, quand on pense au film. Donc déjà, on se dit, ah oui, effectivement, ça n'est pas la même chose. Et c'est vrai que Easy Rider existe, mais on n'a pas affaire à la même chose. Et que peut-être, finalement, les gens du nouvel Hollywood, avec toute leur culture cinématographique, leur formation cinématographique, faisaient des films beaucoup plus structurés et beaucoup plus inscrits parfois dans des genres cinématographiques existants. Il y a un film un peu proche qui est Alice n'habite plus ici, de Martin Scorsese avec Ellen Burstyn, où c'est une femme, une veuve d'ailleurs aussi, c'est vraiment l'héritier de ces grands mélodrames, hein. Scorsese connaît son cinéma classique par cœur, mais dans les années 70, avec une fille, qui est d'ailleurs un peu une fille garçon manqué aussi, qui est la camarade du petit garçon dans le film, joué par Jodie Foster. Bref, enfin, c'est un film très années 70, Alice n'habite plus ici, et qui décrit aussi une rupture. Une femme veuve, voilà, qui décide d'emmener son petit garçon et de devenir chanteuse comme ça, de redevenir chanteuse dans des cabarets. Bon, il y a ce geste-là de rupture, de voyage, mais justement, par contraste avec l'âpreté formelle aussi, et l'âpreté du récit de Wanda, on voit bien la différence. On voit d'un côté une femme qui tourne en 16 mm, qui ne se préoccupe pas de ce que ça va vouloir dire pour la carrière de son film après, parce que ces questions techniques, elles ont évidemment des conséquences sur après la diffusion possible du film, sa forme, son côté digérable, disons, par le grand public. Et on a de l'autre côté Scorsese, Scorsese ou tous ses collègues qui sont très ambitieux, qui veulent s'inscrire dans une histoire du cinéma, et un peu comme les jeunes Turcs de la nouvelle vague avant eux, qui ont tout à fait une ambition pleine justement d'habiter, enfin un ego plein de cinéastes en devenir, et qui filment donc un portrait de femme rebelle, entre guillemets, beaucoup plus convenu au fond. Et de manière beaucoup plus facilement satisfaisante. Elle va rencontrer un homme voilà, qui est charmant, etc. dans Alice. Donc, je ne suis pas si étonnée que quelqu'un comme Pauline Kael, qui cherche
j'allais dire, qui cherche du solide, qui cherche du récit, qui cherche comme on veut d'un gros steak, hein, de la viande. Il faut la viande du récit, il faut la viande du personnage, il faut des acteurs qui jouent. Wanda, c'est des noms professionnels à part elle, en gros. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre du déficit. On parlait du vide fondamental de l'acteur, de l'actrice, mais bien sûr, ça s'imprime aussi dans le film. Et ça, c'est très déroutant, parce qu'en tant que critique, surtout à cette époque, je pense que Pauline Kael, par exemple, avait une forme de virilisme, au fond, qu'elle n'analysait pas forcément comme ça, mais voilà, il faut du solide, il faut quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et Wanda ne nous gratifie pas de ça. En fait, par rapport à ça, il me semble qu'il y avait un cinéaste qui a peut-être fait des choses un peu à mi-chemin. Alors bon, mais je sais pas, c'était pas un exemple très juste. À l'époque, les films de George Romero en fait étaient réalisés justement. Ça me fait penser parce qu'il travaillait à Pittsburgh et en fait, c'est pas quelqu'un qui travaillait à Hollywood en fait. Il était dans la région, justement, en tout cas de là où était tourné le film. Et en 60, je crois que c'est 13 ou 12, en fait, il a fait un film qui s'appelle Season of the Witch, et qui est un peu vraiment une petite production indépendante pour le coup, donc qui n'aurait pas les mêmes visées sans doute que Scorsese ou Coppola, et qui parle justement d'une femme au foyer. Alors lui, en fait, c'est le biais fantastique, en fait, donc il y a une femme au foyer qui justement qui est face à ces problématiques du conformisme, de la femme au foyer américaine, etc., et qui va se tourner vers la sorcellerie en fait, mais toujours avec ce rapport au fantastique qui est un peu comme il l'a fait après en fait dans Martin en fait, qui est comment dire, qui est confronté à la question du réalisme en fait. Enfin, voilà. Mais enfin en tout cas, c'est un film que je recommande parce qu'il est peut-être quelque part un peu à mi-chemin, voilà, entre les deux. Et ce film vient peut-être aussi d'un film, alors que je n'ai pas vu, mais qui est assez légendaire dans le cinéma américain, de Stepford Wives, donc sur cette, qui serait presque le mythe originaire de la femme au foyer comme étant vidée d'affect, robotisée par ce conformisme. Alors par contre celui-là, c'est le souvenir que j'ai, parce que je l'ai vu il y a assez longtemps, je crois que c'est vraiment une série B pour le coup, qui est dans la forme, enfin, typiquement années 70, mais qui serait plus hollywoodienne quand même. Oui, parce que ces films, leur intérêt est plus dans leur réception et ce qu'ils ont occasionné après que véritablement la qualité, la valeur esthétique du film lui-même. Après moi sinon j'aurais bien qu'on parle du final en fait du film, que je trouve vraiment incroyable, donc qui se situe dans un bar, enfin. Et en le revoyant, en fait, je trouve que c'est vraiment très émouvant, et en même temps, on est vraiment mis face à quelque chose assez indécidable, en fait. Je crois, peut-être je me trompe, il me semble qu'elle a tourné 2 fins, ou il y en a une autre qui était prévue, je ne sais plus, où elle devait s'en sortir ou pas. Mais là, en fait, en tout cas, elle choisit de finir. D'ailleurs, il y a un arrêt sur image, je ne sais plus. Enfin, oui, il y a un arrêt sur image. En fait, on finit sur quelque chose d'absolument indécidable. En fait, on ne sait pas du tout si elle va se sortir en fait de cette vie d'errance et de non-choix, etc. Ou si ça va rester comme ça. Enfin, en tout cas, ce que ça suggère quand même la fin, c'est que elle va peut-être jamais changer. Enfin, je ne sais pas. C'est vraiment presque sinistre. Enfin, je ne sais pas comment tu l'interprètes. Je pense que c'est une fin qui a fait que certains critiques ont lâché, enfin, finalement sont tombés du côté négatif, justement parce que, alors, quand je disais que ça avance par blocs, là, il y a une ellipse assez importante puisque la tentative de viol dans la voiture rouge, dans la décapotable rouge, et puis sa fuite, la fuite de Wanda à pied dans la forêt, a lieu de jour, dans un paysage quasi désertique, avec ce rouge très très marqué par le 16 mm. Si vous vous souvenez, à la fin du plan où elle pleure dans la forêt, parce qu'en plus elle tombe, évidemment, elle s'échappe et elle tombe, et il y a juste un plan sur des frondaisons, sur des arbres, qui peut être un peu subjectif, parce qu'effectivement elle est à terre et qu'elle regarde vers le ciel, mais c'est un plan incroyablement apaisé, en fait. On voit juste les arbres,
comme ça, le vent dans les arbres et la lumière. C'est très énigmatique, c'est-à-dire que c'est comme si peut-être ce plan est une proposition d'apaisement. En tout cas, il fait pas une transition, mais enfin, il est là un petit peu flottant par rapport au reste. Il n'est pas tout à fait un plan subjectif, c'est un autre régime d'image quasiment, puisque avant on la voit en plan rapproché, avec cette impression toujours qu'il utilise le zoom, enfin, voilà, qu'on est très proche d'elle, qu'elle est émotionnellement ravagée, etc., par ce qui vient de lui arriver. Et puis tout à coup, on a ce plan d'ensemble sur des arbres vus d'en bas. Et puis ellipse, dernier bloc, ellipse, on est la nuit et elle arrive dans une sorte de village. Alors forcément, nous, en tant que spectateurs, on fait le raccord, on se dit, mais elle a dû marcher toute la nuit, parce qu'elle est habillée pareil. Elle a toujours son sac, dont nous n'avons pas parlé, mais ce sac, le sac de Wanda, c'est quand même quelque chose, ce sac en vinyle blanc brillant, et qui se ferme un peu comme un porte-monnaie, ce sac. Il m'a rappelé beaucoup le sac de Marnie d'Hitchcock, hein, le film Pas de printemps pour Marnie d'Alfred Hitchcock, donc plutôt un film tardif, et en couleur, avec Tippi Hedren, autre blonde, commence avec Marnie qui a son sac sous le bras, comme ça, sur le quai d'une gare. Donc le sac dans Marnie, comme elle est kleptomane, est très important. Un sac un peu jaune pâle, comme ça, mais qui a vraiment la même forme. Alors donc je me demande si c'est pas quand même, dans Wanda, un souvenir du sac de Marnie, parce qu'il est très présent, or il n'y a pas grand-chose dedans. D'ailleurs, elle se fait piquer son porte-monnaie, elle se fait dévaliser quand elle va au cinéma, dans le cinéma hispanique. Donc voilà, ce sac qui est à la fois tout et rien, enfin bon, il est intéressant. Alors elle arrive à la fin dans ce village et on remarque que c'est de nuit. Moi, c'est bizarre parce que ce qu'on voit des quelques maisons, d'abord je dis village, j'ai l'impression que c'est pas une ville, mais je sais pas vraiment pourquoi. Et d'autre part, ça me fait penser à des décors de western, à une ville comme dans certains films, dans certains westerns, le soir, quand on va au saloon, etc. Et il y a ce rouge, encore cette jeune fille qui a un habit du même rouge que la voiture du violeur, et qui, comme ça, dans la nuit, la salue de manière tellement accueillante. Elle passe devant Wanda, et elle dit bonjour, comme ça, parce qu'il faut dire bonjour à quelqu'un dans les petits. Et puis elle monte, et puis en fait, elle la regarde par la fenêtre, et elle redescend. Et voilà, on se dit, quelqu'un a remarqué Wanda, en fait. Quelqu'un remarque Wanda, et pas pour l'utiliser, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elle va être invitée dans cette espèce de fête dont on ne comprend pas si c'est une fête privée, si c'est un bar. C'est pas très clair. En tout cas, pour moi, c'est pas très clair, et c'est délibérément pas clair dans la façon dont la caméra wanders, justement, et dont elle est là, elle coule, mais elle ne cherche pas à être à l'extérieur pour nous situer ces lieux ou les circonstances, mais en tout cas, cette fille la voit, et au lieu d'en faire une proie, elle l'invite, sans rien lui demander. Et finalement, Wanda elle est un peu jetée là, on pourrait dire. Elle n'a toujours pas de but. Et là encore, ce qu'on attend, c'est que tout à coup, elle reprenne des couleurs, elle reprenne de la joie, et elle se lie d'amitié avec les gens qui sont autour, ou bien elle reconnaisse la chanson qui est en train d'être jouée par les musiciens. Mais non, il n'y a rien de tout ça, et elle reste dans cette espèce de solitude existentielle profonde. Il vient quand même de lui arriver quasiment un viol, donc bon, on peut aussi comprendre que ça ne connecte pas avec cette joie de vivre. Et pourtant, le film n'est pas non plus, me semble-t-il, mis en scène de telle manière à ce qu'on se dise « Ah ben, c'est une étrangère, elle sera toujours une étrangère à l'humanité ». Non, elle est remise dans l'humanité et advienne que pourra, mais en tout cas, elle y est plantée. Et on lui passe une cigarette, elle la fume, on lui donne un verre, elle le boit. Elle est toujours triste, mais en tout cas, elle y est. Et je trouve que ça, c'est beau de montrer que le cinéma permet ça, c'est-à-dire de placer un personnage parmi d'autres et de ne pas forcément en conclure quelque chose. Avec cet arrêt sur image final qui fait aussi penser d'ailleurs à l'arrêt sur image, par exemple, des 400 coups, de la fin des 400 coups, 1959, date exacte du fait divers d'ailleurs qui a inspiré Wanda.
Très bien, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup Charlotte. Et puis on se retrouvera la prochaine fois donc, pour Carrie. On va faire alors pas tellement un bond dans le temps, mais en tout cas on va vraiment changer radicalement de style. Donc c'est 1976, film de Brian De Palma, qu'on vous présentera probablement en virtuel, j'imagine. On peut toujours espérer un retour en salle avant la fin de saison. Donc voilà, merci encore, et puis chers garçons, à très bientôt. À bientôt.